Bonjour, vous êtes les bienvenus à ce cours sur les antennes patch ou les antennes imprimées. Ce sont des antennes qui sont largement utilisées, comme nous allons voir par la suite, dans plusieurs domaines d'application, que ce soit d'une manière, on va dire, élémentaire, que ce soit d'une manière réseau. Donc, on va commencer notre cours par un rappel historique sur l'antenne imprimée ou l'antenne patch. Bon, c'est vrai que le concept d'antenne imprimée fut pour la première fois imaginé en 1953 par Georges Deschamps, qui suggérait à l'époque de canaliser efficacement les rayonnements parasites engendrés par les discontinuités qui existent dans les circuits micro-ondes planaires. Donc, Monsieur Deschamps, à l'époque, il a, on va dire, publié un travail sur les antennes microstrip au niveau d'une conférence internationale, dans sa troisième édition qui s'appelle l'USAF, Antenna Research and Development Program, en 1953. Alors que le premier brevet, on va dire, reprenant ce concept, n'a été déposé qu'en 1956 par Henri Guton et Georges Boissineau. Il fallut cependant attendre les années 70 pour voir apparaître la réalisation des premiers prototypes, notamment grâce à l'amélioration des techniques de photolithogravure du cuivre et de l'or sur substrat diélectrique. Bon, cette technique, ou bien la photolithographie, c'est l'ensemble des opérations qui permettent de reproduire une image vers un substrat recouvert d'une couche de résine photosensible. Donc c'est une, on va dire, technique très utilisée dans les semi-conducteurs et surtout dans l'industrie. En 1972, John Howell réalisa des antennes imprimées à polarisation linéaire et circulaire en bande L et UHF pour la NASA. Ce travail, bien évidemment, a été publié lors d'une conférence Antenna and Propagation Society International Symposium en décembre 1972. À la même période, Robert Munson de Ball Aerospace Systems a conçu une antenne imprimée conformée sur toute la circonférence d'un missile. Bon, beaucoup de recherches scientifiques continuent maintenant concernant les antennes imprimées et vu les exigences multiples dans le domaine de communication, on va dire que les antennes patch remplacent les antennes classiques dans la plupart des applications. Donc plusieurs domaines d'application et surtout pour les applications aéronautiques, c'est-à-dire la communication, la télémétrie, dans le domaine aérospatial, dans le domaine militaire, c'est-à-dire l'utilisation des radars, des capteurs embarqués, guidage des missiles et télédétection, où il y a vraiment des principales exigences qui sont le faible volume, comme nous allons voir, le faible poids, le faible coût et les hautes performances, et bien évidemment la facilité de mise en œuvre. Bien évidemment, d'autres domaines, comme la communication sans fil, dans la téléphonie mobile, que ce soit au niveau du téléphone portable, que ce soit au niveau d'une station de base, dans la station de base, les antennes généralement qu'on voit, ce sont des antennes réseau à base d'antennes patch. Bien évidemment, on va dire dans la radio, dans le télépéage sans contact, et bien évidemment d'autres domaines comme les réseaux sans fil et dans Bluetooth, Wi-Fi, etc. Dans le domaine médical, ou ce qu'on appelle la médecine curative. Donc la médecine sans fil, ou ce qu'on appelle aussi la médecine curative, dans l'Europe occidentale ou dans la population occidentale, la majorité des gens présentent des maladies chroniques. Bon, on va dire les gens ou les personnes de plus de 60 ans ayant des maladies chroniques, donc des problèmes cardiaques, des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, des problèmes d'Alzheimer. Donc avec la technologie existante, aujourd'hui, on peut déjà surveiller ces malades ou ces maladies sur un smartphone, comme le schéma le présente. C'est-à-dire qu'on peut mettre des capteurs sur le corps humain
Et on a la possibilité de collecter des informations à partir de ces capteurs via le téléphone, via la connexion Internet. Et donc, le médecin qui a toutes les informations, il peut contrôler à distance, il peut intervenir si jamais il y a un risque. Maintenant, certes, on va dire les antennes patch présentent des avantages, donc comme le faible poids, de volume réduit. On peut dire qu'ils sont conformes sur des surfaces planaires et des surfaces non planaires, présentent un faible coût de fabrication, production en masse possible. Il y a la possibilité de polarisation linéaire et circulaire, surtout pour les télécommunications. Il y a cette possibilité de regrouper plusieurs patchs identiques pour construire ce qu'on appelle un réseau. Et comme nous avons vu précédemment, donc dans les applications militaires, aérospatiales, il y a cette tendance d'utiliser des antennes réseau. Donc, capable de fonctionner en double et triple fréquence. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Les antennes patch, on a la possibilité de récupérer plusieurs fréquences, et qui dit plusieurs fréquences dit plusieurs domaines d'application. Facile à intégrer avec les circuits MMX, d'accord? Donc un circuit MMX, c'est un type de circuit intégré qui fonctionne aux fréquences radio. D'accord? Ces composants électroniques sont utilisés le plus souvent comme des mélangeurs, comme des amplificateurs de puissance, comme des amplificateurs faible bruit et comme des commutateurs haute fréquence. Cependant, l'antenne patch présente des inconvénients, comme une puissance d'émission ou de réception elle est limitée. Il n'y a pas possibilité d'avoir une, on va dire, polarisation qui est pure. Il y a toujours ce mélange entre deux polarisations circulaires linéaires. Une faible, on va dire, ce qu'on appelle une efficacité de l'antenne est relativement, on va dire, faible. Un facteur de qualité, il est élevé, c'est-à-dire qu'il dit facteur de qualité élevé, dit que la bande passante, elle est très étroite. D'accord? Également, ils ont une faible directivité, un faible gain, et c'est la raison pour laquelle on essaie de regrouper plusieurs antennes afin d'avoir un gain qui est relativement important. Donc, les antennes imprimées sont constituées par un plan de masse, d'accord? Un substrat, donc un plan de masse, un substrat qui est déposé sur le substrat qui est déposé sur le plan de masse. Bon, rappelons que dans la recherche, on peut imaginer, on peut trouver des plans de masse qui sont partiels ou bien qui sont totaux. Sur le substrat, on doit déposer un élément rayonnant. Donc l'élément rayonnant, on va dire, parfois on l'appelle antenne patch, parce que c'est vraiment l'élément le plus important, parce que c'est l'élément qui aide au rayonnement. Et donc l'élément rayonnant et le plan de masse, ils ont une nature conductrice. Ils sont faits avec des conducteurs, on va dire, parfaits, comme le cuivre, comme l'argent, comme l'or. Et là, également, pour les substrats, il y a une grande variété du substrat. Donc, les substrats qui sont les plus souhaitables pour de très bonnes performances d'antenne, ce sont des substrats épais avec des constantes diélectriques plus faibles. Donc, pourquoi ça? Car ils offrent une meilleure efficacité, une plus grande bande passante, des champs qui sont faiblement liés pour le rayonnement dans l'espace, mais malheureusement au détriment d'une plus grande taille d'antenne. Donc, c'est un compromis. Tandis que pour les substrats qui sont minces, avec des constantes électriques plus élevées, sont souhaitables, mais pour les circuits hyperfréquences, car ils nécessitent des champs étroitement liés pour minimiser le rayonnement et le couplage indésirable et par la suite conduire à des tailles d'éléments plus petites. Donc, cependant, en raison de leurs pertes plus importantes, ils sont moins efficaces et ont des bandes passantes qui sont relativement plus petites. Donc là, je présente un petit peu les paramètres à prendre en compte dans le choix du substrat diélectrique.
Donc, il y a vraiment la permittivité qui est variable en des faibles valeurs qui est la valeur de 1 jusqu'à une grande valeur. Il y a les pertes, les tangents θ, c'est-à-dire on appelle ça facteur de dissipation diélectrique, et l'angle θ, c'est l'angle de perte. Bon, nous avons vu en électrocinétique que un bon isolant, il possède une résistance d'isolement élevée et par conséquent, le θ elle est faible. Par conséquent, pour un mauvais isolant, la résistance d'isolement elle est faible, mais par contre, le θ il est élevé. Ainsi de suite, il y a, on va dire, l'effet de la température. Là, ça veut dire qu'il doit être stable, la température doit être stable. Parce qu'une élévation de température, ça peut contribuer à diminuer la durée de vie d'un isolant. D'accord? Donc, également la stabilité en fréquence, également la dilatation, etc. Donc, le principe général, on va dire, d'une antenne patch. Donc, vous avez le plan de masse, vous avez un substrat, et sur le substrat, on met un élément rayonnant. Bon, dans la réalité, enfin, ça, c'est un cas, on va dire, canonique. Mais on peut rencontrer, on va dire, des antennes patch avec un plan de masse, mais avec plusieurs éléments rayonnants. On va voir que à chaque fois que nous avons des éléments rayonnants, il y a un nouveau problème qui se produit, c'est ce qu'on appelle le problème de couplage. Donc, lorsque nous avons une antenne imprimée, on va s'intéresser uniquement à 3 ondes qui sont responsables d'une augmentation du couplage mutuel. Donc, vous avez ce qu'on appelle les ondes guidées, qui traduisent une propagation du champ électrique qui est piégé dans le substrat entre les deux plans conducteurs, à savoir l'antenne et le plan de masse. Donc, de ce fait, lorsque les éléments antenne, l'élément rayonnant et le plan de masse sont proches les uns des autres, les ondes guidées vont circuler entre chaque antenne adjacente, provoquant une augmentation du couplage, on va dire, mutuel. D'accord? C'est-à-dire, on va dire que c'est une situation qui se produit lorsqu'on a des éléments, non pas un seul élément, mais on a plusieurs éléments. Il y a, on va dire, la notion de couplage mutuel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les ondes guidées. Par contre, pour les ondes de surface, ce sont des ondes qui traversent le substrat avec un certain angle d'incidence. C'est un angle qui varie entre généralement pi sur 2 et une certaine valeur critique, qui dépend de la permittivité. Donc, ces ondes se propagent dans le diélectrique, c'est-à-dire entre le plan de masse et l'interface R diélectrique. Lorsqu'ils atteignent les extrémités, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on va dire, des ondes qui seront réfléchies, et qui sont diffractées et qui sont dispersées dans l'espace libre. Bien évidemment, ces ondes de surface causent un rayonnement parasite. Et par la suite, ils peuvent entraîner une réduction du gain, une dégradation des diagrammes de rayonnement, une dégradation de la polarisation. D'accord? Et puis, nous avons également un troisième type d'onde, ce sont les ondes qui sont rayonnées par cette antenne-là, et c'est vraiment les ondes qui nous intéressent parce que c'est à ce niveau-là que l'antenne va jouer le rôle en tant qu'un élément qui est capable de faire propager des ondes dans l'espace libre. D'accord? Bon, certes, le problème de rayonnement ou bien des ondes de surface, il faut quand même les réduire. Comment peut-on les réduire? On peut diminuer la permittivité diélectrique et jouer également sur la hauteur en la minimisant. Donc rappelons bien que dans la région entre le conducteur, entre le plan de masse et l'élément rayonnant, nous avons l'antenne va se comporter comme une capacité qui est capable de stocker beaucoup d'énergie. Et bien évidemment, c'est pas vraiment, on va dire, quelque chose qui est bon pour les antennes. Mais à chaque fois que ces lignes de champ présentent un débordement,
On va dire que ce sont des débordements qui provoquent ce rayonnement et à ce niveau-là que l'antenne patch va jouer le rôle d'un élément rayonnant. Maintenant, pour établir les caractéristiques de base d'une antenne patch, donc comme nous avons vu, une antenne micro-ruban, une antenne patch, elle est faite par un plan de masse. Bon, le plan de masse doit être théoriquement de dimension infinie, mais en pratique, celui-ci est plutôt pour des raisons d'encombrement. Donc, il est de l'ordre de 3 ou de 4 longueurs d'onde. Donc, ils arrivent, comme j'ai dit, ils arrivent qu'on travaille avec un plan de masse qui est, on va dire, partiel, qui n'est pas étalé le long du substrat. Bon, tout dépend du cahier de charge. De point de vue substrat, donc la hauteur du substrat, elle respecte quand même cette inégalité. Et la permittivité, généralement, elle est comprise entre cette valeur de 2,2 et la valeur de 12. Pour la bande métallique qui est l'élément rayonnant, qui possède une hauteur de T, une longueur L et une largeur W, donc pour un patch rectangulaire, cette longueur elle doit être comprise entre le 1/3 de la longueur d'onde, lambda 0, et le 1/2 la longueur d'onde, lambda 0. Donc lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Donc, on va dire que le patch rayonnant peut être de plusieurs formes, c'est-à-dire plusieurs géométries sont illustrées sur la figure suivante. Bon, les formes carrées, rectangulaires, dipôles et circulaires sont les plus courants en raison de la facilité d'analyse et de fabrication, et également de leurs caractéristiques qui sont très attrayantes. En particulier, je parle d'un rayonnement à faible polarisation croisée. Donc, si je prends ces formes-là, donc on va dire que la forme rectangulaire est la plus utilisée parce que lorsqu'on a une antenne patch de forme rectangulaire, on a la possibilité de dégager toutes les caractéristiques de rayonnement à partir de la théorie de ligne. Bien évidemment, disque ou bien cercle, on peut utiliser ce qu'on appelle la théorie de cavité, également pour des dipôles, mais on va dire que les dipôles sont les éléments les plus attrayants car on peut les intégrer facilement dans des structures réseau. Pourquoi? Parce qu'ils vont occuper moins d'espace. Et ils peuvent offrir une bande passante qui est relativement importante. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les gens préfèrent les éléments dipôles. Un point important dans la conception des antennes imprimées est l'alimentation. Donc, elle détermine les modes excités ainsi que l'adaptation. Et l'adaptation, on va voir que c'est quelque chose de très très important. Dans les exemples des différentes alimentations, il s'agit toujours d'alimenter une antenne patch rectangulaire, puisqu'on va travailler assez souvent qu'avec l'élément rectangulaire, c'est-à-dire on doit toujours alimenter l'antenne patch rectangulaire excitée sur un mode fondamental qu'on appelle le mode TM01. D'accord? Et bien évidemment, les techniques d'excitation, on va dire qu'il y a deux techniques principales. Soit on va alimenter l'élément rayonnant avec, on va dire, une ligne avec contact, c'est-à-dire que la puissance sera acheminée au patch rayonnant en utilisant un élément de contact, soit un câble coaxial, soit une ligne micro-ruban. Soit on peut parler d'une excitation sans contact, c'est-à-dire la transmission de la puissance. On va dire que quelle puissance? Bien évidemment, l'antenne patch reste un élément passif. Lorsqu'elle reçoit, lorsqu'on la relie à une source, elle est capable de rayonner et de jouer vraiment le rôle d'une antenne d'émission. D'accord? Mais si on la relie à un récepteur, elle va jouer le rôle d'une antenne de réception.
Donc, commençons par la première alimentation, ou la première technique d'alimentation, c'est la ligne micro-ruban. C'est-à-dire, vous avez ici votre configuration, et puis on doit ajouter ce qu'on appelle la ligne micro-ruban. Donc, cette ligne peut s'ajouter de plusieurs manières, soit d'une manière, on va dire, soit au milieu, soit un petit peu décalée, soit au milieu, mais en ajoutant ce qu'on appelle des encoches. Donc, les encoches, ce sont des petites ouvertures qu'on pratique sur l'antenne, sur l'élément rayonnant, afin de jouer sur, on va dire, l'adaptation. Bon, certainement, cette technique, c'est la moins coûteuse. Elle est très simple. Elle est très aisée à la faire. La modélisation, elle est possible. Elle est très simple. Mais toutefois, ça présente quelques inconvénients. D'accord? Et l'inconvénient majeur, c'est lorsqu'on veut travailler avec des surfaces qui ne sont pas planes. Également, ça offre une bande passante qui est relativement faible. Il y a malheureusement l'apparition on va dire, d'un rayonnement parasite. Un des problèmes rencontrés dans cette alimentation, c'est l'adaptation. Étant donné que l'impédance de l'élément patch, elle est généralement très grande par rapport à cette ligne-là. Donc là, on doit utiliser une technique d'adaptation qui est les transformateurs d'impédance. C'est-à-dire comment essayer de chercher on va dire, un compromis entre cette valeur d'impédance d'entrée de patch avec celle-là, qui est généralement la même que celle de l'excitation qui a de valeur de 50 ohms. C'est pour cela on trouve soit des encoches, soit on trouve des lignes cardantes. Bon, les techniques d'adaptation, ils sont nombreuses. Passons maintenant à la deuxième technique d'alimentation, c'est ce qu'on appelle la sonde coaxiale. Donc la sonde coaxiale, elle est réalisée par un contact direct de l'élément rayonnant au conducteur central, comme vous voyez. Donc vous avez ici votre substrat, votre élément rayonnant, et là, on ajoute le conducteur coaxial. Donc le conducteur coaxial, c'est-à-dire il est formé par un blindage qui joue le rôle de protection. Le blindage est relié au plan de masse. Le substrat est relié au substrat de l'élément patch ou de l'antenne patch. Et le conducteur central, il est directement lié à l'élément rayonnant. Donc, l'adaptation d'impédance, elle est réalisable en déplaçant le point d'alimentation sur le patch. Bon, on va dire qu'il y a une discussion sur le choix de substrats de faible épaisseur et de substrats d'épaisseur qui sont un petit peu épais. D'accord? Mais l'utilisation des sondes, d'une manière générale, engendre, on va dire, des problèmes de réalisation tels que le perçage. Donc il y a vraiment un problème de perçage du substrat, de soudure. Il y a peu de souplesse de conformation, il y a vraiment des manipulations qui sont très difficiles des câbles à l'intérieur d'un petit volume. Et on va dire que n'empêche que ça présente quelques avantages, c'est que, on va dire, le rayonnement parasite, il est réduit. Mais passons maintenant à la troisième technique, qui est la technique de la ligne couplée. L'alimentation par couplage de proximité, elle est moins répandue, mais elle utilise le deuxième type de couplage qui est le couplage direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact direct entre la source et l'élément, mais c'est un contact qui se fait par couplage direct d'une ligne micro-ruban située entre l'élément et le plan de masse. Donc vous avez votre premier substrat, on place la ligne d'alimentation. Sur cette ligne d'alimentation, on met un plan de masse sur lequel on pratique une ouverture, bien une fente. Et sur ça, on va mettre un deuxième substrat. Donc, l'utilisation de substrats, on va dire inférieurs, de valeur ou de permittivité élevée, mais qui est très, très fin, ça permet
avoir un rayonnement, on va dire, très privilégié que par l'utilisation d'un substrat, on va dire, épais. Toutefois, ça présente quelques inconvénients. C'est le premier inconvénient que c'est une technologie relativement complexe et que nous avons un rayonnement en arrière. Donc, il n'y a pas de rayonnement devant, hein, et ça, c'est, on va dire, c'est parmi les avantages. On est capable, dans cette technique, le rayonnement arrière, c'est-à-dire qui se fait au-delà de l'élément rayonnant, au-delà du patch, il est réduit. Mais par conséquent, il y a, on va dire, un rayonnement parasite qui se fait en arrière. Et finalement, la dernière technique, c'est la ligne couplée. Donc l'alimentation par couplage de proximité, elle est moins répandue, mais elle utilise un couplage direct d'une ligne micro-ruban située entre l'élément, on va dire, et le plan de masse, et elle est toujours positionnée entre deux, on va dire, couches de substrat de permittivité différentes. Donc, on va dire que c'est une technique qui présente un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire le rayonnement parasite, il est réduit, la bande passante, elle est relativement élevée, c'est toujours la technique ils utilisent la technologie monolithique, et on va dire que la modélisation, elle est relativement facile. Par conséquent, l'inconvénient majeur, c'est la technologie, elle est complexe en termes d'alignement. Passons maintenant aux méthodes d'analyse des antennes imprimées. Donc, les objectifs de l'analyse d'antenne sont de prévoir les caractéristiques de rayonnement telles que les modèles de rayonnement, le gain, la polarisation, aussi bien les caractéristiques des champs proches tels que l'impédance d'entrée, la bande passante, le couplage si jamais on a plus qu'un élément, et puis l'efficacité de l'antenne. Il y a deux méthodes d'analyse. Il y a les méthodes analytiques et puis il y a les méthodes numériques exactes qu'on appelle les full wave. Ce sont des méthodes, on va dire, très utilisées dans l'électromagnétisme, mais ce sont des méthodes, on va dire, très compliquées. Il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup d'algorithmes, il y a des méthodes numériques, mais c'est réservé, on va dire, plutôt pour la recherche. Donc, les méthodes analytiques permettent d'analyser les antennes en utilisant le modèle de ligne de transmission qui est relativement simple dans le cas d'un élément rectangulaire, et puis le modèle de la cavité résonante, d'accord, qui est valable notamment pour tout autre élément rayonnant de géométrie simple. Et puis il y a les méthodes, on va dire numériques, on va dire que ce sont des méthodes, comme j'ai dit, c'est vrai que très compliquées, mais ça donne des résultats très très précis. D'accord? Mais au détriment d'une perte, on va dire, de la signification du phénomène physique. Donc, ce sont des méthodes qui utilisent, on va dire, des algorithmes relativement compliqués, très puissants, un temps de calcul très très élevé que les méthodes analytiques. Mais comme j'ai dit, c'est réservé pour la recherche. Donc, on va dire qu'il y a 4 méthodes. Il y a la méthode de moment. C'est une technique numérique permettant de résoudre efficacement un système d'équations intégrales en le transformant en un système matriciel résolu par calculateur. La deuxième méthode des éléments finis, c'est une méthode qui s'applique aux dispositifs micro-ondes de forme quelconque.
Donc c'est une méthode qui est basée sur la résolution des équations de Maxwell et sur la description géométrique de la structure sous forme d'un maillage. Donc elle consiste à diviser l'espace en petits éléments homogènes mais de taille pratiquement très variable. Ce qui constitue, on va dire, le point fort ou les points forts de cette méthode. Il y a la méthode de différence finie. C'est une méthode qui se produit dans le domaine temporel. Elle permet de calculer à chaque instant discret de l'espace les différentes composantes du champ électromagnétique dans chaque cellule élémentaire du volume tridimensionnel. Et puis, la méthode de la matrice des lignes de transmission qui permet de discrétiser les champs et les courants de la structure étudiée en petits éléments. Chacun de ces éléments est considéré comme un ensemble de lignes de transmission et les calculs s'effectuent directement dans le domaine temporel. Bon, l'un des points forts de cette méthode est la formulation simple qui ne dépend pas beaucoup de la géométrie de la structure étudiée. Donc, elle est facile pour traiter des structures complexes composées de plusieurs matériaux et particulièrement appropriée pour l'analyse des structures planaires multicouches. Passons maintenant à un autre élément qui nous intéresse le plus, c'est le patch rectangulaire et on va l'aborder par la méthode analytique. Donc, tout d'abord, il faut dire que l'antenne patch rectangulaire, c'est la configuration la plus utilisée. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les travaux de recherche pour voir que l'élément patch rectangulaire est un élément qui est largement utilisé suite à l'utilisation du modèle de la ligne de transmission qui est, comme j'ai dit, une formulation, une approche très très simple. D'accord? Donc, nous commençons tout d'abord par le modèle de la transmission et nous allons voir par la suite le modèle de la cavité. Donc, la ligne de transmission ou bien l'antenne patch rectangulaire, on peut la voir comme une ligne de transmission de largeur W et qui est ouverte et qui possède également une longueur L, une impédance caractéristique et une constante de propagation. Donc c'est une ligne de transmission formée par deux éléments, l'élément rayonnant et le plan de masse. L'élément rayonnant possède une largeur W et une longueur L. Et également, cette ligne possède, ou bien cette antenne possède une impédance ZC et une constante de propagation. Lorsque la ligne est alimentée par un signal haute fréquence, là, on va dire que le patch rectangulaire va se comporter comme une capacité. C'est-à-dire, c'est comme nous avons un condensateur avec deux armatures. L'armature numéro 1, c'est l'élément rayonnant. L'armature numéro 2, c'est le plan de masse. Donc, j'ai dit une capacité. L'antenne va se comporter comme une capacité. Et le rôle de la capacité, c'est le stockage du champ électrique. Bon, ben, si je dis le stockage, comment peut-on parler du rayonnement? Ben, tout simplement, le rayonnement est alors le résultat de la fuite du champ E au bord de ligne. C'est-à-dire que si je vois un petit peu les lignes de champ électrique, je vois qu'ils ne sont pas à 100% concentrés entre l'élément rayonnant et le plan de masse, mais il y a ce qu'on appelle l'effet de bord ou l'effet de débordement. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de champ qui sortent un petit peu du cadre de l'élément rayonnant plein de masse, c'est-à-dire ce sont des lignes qui sont bombées, comme vous allez voir par la suite, et ce sont ces lignes qui provoquent ce qu'on appelle le rayonnement. Donc, ce rayonnement, on va dire, il sera maximal lorsque l'antenne est excitée à une fréquence de résonance. Donc, la fréquence de résonance, c'est quoi? C'est une fréquence où l'antenne rayonne d'une manière maximale, d'une manière efficace. D'accord? C'est-à-dire si je trace la puissance de rayonnement d'une antenne, en fonction de la fréquence, je vois que le rayonnement il est maximal
pour une certaine fréquence, on l'appelle la fréquence de résonance. Donc cette fréquence de résonance se produit lorsque la longueur du patch est égale à la moitié de la longueur d'onde dans le substrat. D'accord? Donc ceci est dû à la répartition du champ dans la cavité qui est alors en opposition de phase sur les deux bords opposés par la longueur de la ligne grand L. Donc on va voir ces bords, on va les voir comme étant deux fentes rayonnantes. D'accord? Donc cette résonance, ça va correspondre à un mode d'ordre 1, on l'appelle dorénavant le mode TM01. D'accord? Donc la première résonance suivant la largeur du patch, on va l'appeler TM10. Donc c'est une résonance, on va dire la résonance en termes de longueur, la première résonance en termes de longueur c'est TM01. La première résonance suivant la largeur du patch est notée TM10. Donc le dimensionnement du patch rayonnant est en fonction de la fréquence de résonance du mode TM01. Bon, ce type d'antenne a été popularisé dans les années 70 grâce à son utilisation dans des applications spatiales pour devenir indispensable dans de nombreuses applications actuelles telles que la téléphonie mobile ou les réseaux sans fil. Maintenant, passons à les effets de débordement. Donc, vu que les dimensions de l'antenne patch sont finies sur la largeur et sur la longueur, donc les champs ou les lignes de champ sur les bords subissent ce qu'on appelle des débordements. Ceci est illustré sur le schéma suivant. Donc voilà, en rouge, j'ai tracé un petit peu les lignes de champ. De ce côté-là, une vue de côté, vous avez des lignes de champ, mais qui ne restent pas concentrées entre l'élément patch. On va dire qu'il y a des champs, des lignes de champ qui sortent un petit peu, et c'est ce qu'on appelle le débordement. Donc la quantité de ces deux débordements, elle est fonction de dimension du patch. Et elle est également en fonction de la hauteur. D'accord? Donc, comme la largeur du patch elle est grande par rapport à la hauteur, et comme la permittivité relative du substrat elle est grande par rapport à 1, on va dire que les lignes de champ électrique se concentrent principalement dans le substrat. Donc, dans ce cas-là, on va dire les lignes de champ ils vont se retrouver un petit peu d'une manière assez suffisante pour pouvoir provoquer un rayonnement de l'antenne. Une chose très importante, c'est que puisque les lignes de champ ne se trouvent pas uniquement que entre le patch et le plan de masse, c'est-à-dire il y a des lignes de champ, il y a des champs qui se retrouvent également dans l'espace libre. On va considérer maintenant que notre nouveau milieu de propagation, non plus le substrat seul, mais c'est un milieu composé entre le substrat et l'air. C'est la raison pour laquelle nous allons définir une nouvelle caractéristique de ce milieu qui est la permittivité effective. Donc je répète, c'est que puisque le champ présente un débordement, c'est-à-dire les lignes de champ, on va les retrouver et dans le substrat et dans l'air, c'est-à-dire nous sommes en présence d'un nouveau milieu de propagation qui est composé du substrat et de l'air. Et par conséquent, on va dire que notre milieu de propagation sera caractérisé par une permittivité, on l'appelle relative effective. Et on peut la calculer dans les deux cas, lorsque la largeur elle est grande par rapport à la hauteur, et lorsque la largeur elle est faible par rapport à la hauteur. Donc dans les deux cas, on peut définir la permittivité, regardez bien, la permittivité relative effective des deux milieux, ou bien du milieu composé, elle est donnée par l'expression, et l'impédance caractéristique, elle est également donnée par cette relation-là. Donc on va dire que la propagation va dépendre essentiellement
de la largeur des circuits de métallisation, c'est l'élément rayonnant, de la constante du diélectrique et puis de la hauteur du diélectrique. Passons maintenant au calcul de la longueur effective et de la fréquence de résonance et également la largeur effective. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par longueur et largeur effective? Bon, en raison des effets de débordement, c'est-à-dire puisque le rayonnement se fait grâce à ces lignes de champ qui sortent un petit peu du cadre de plan de masse et de l'élément rayonnant, d'accord, les lignes qui sont un petit peu bombées, on va dire que le patch de l'antenne semble électriquement supérieur à ces dimensions et on va se retrouver comme étant, nous avons une nouvelle structure d'un élément qui n'a non pas une longueur L, mais plutôt une longueur étalée des deux côtés d'une longueur delta L où vraiment l'effet de débordement il est important. On n'a pas on n'a pas de largeur delta W, vu que le champ n'est pas vraiment important dans ce côté-là. On va dire la fente la fente où il y a plus de champ, c'est la fente au niveau de la longueur. D'accord? Donc je représente quand même cette vue-là. Donc le fait d'élargir la longueur de ce delta L pour dire que c'est comme on a une nouvelle antenne qui n'a plus de longueur L, mais de longueur L plus les delta L de chaque côté. Bon, par les relations qu'on trouve dans la littérature, on peut facilement calculer le delta L. Donc, ce sont des relations qu'on peut utiliser pour la simulation, sachant qu'on va travailler toujours dans le mode fondamental ou bien le mode dominant. Et la longueur effective, on peut la calculer à travers cette relation L plus les variations qui se font de deux côtés. Donc, pour le mode dominant, la fréquence de résonance elle est donnée par l'expression suivante. Donc, si on veut tenir compte des effets de débordement, on va se retrouver avec une nouvelle fréquence de résonance. Donc, cette fréquence-là, c'est une fréquence de résonance, on va dire, en dehors de l'effet de débordement. Et cette fréquence de résonance, c'est une fréquence en présence de l'effet de débordement. Donc Q, ça représente le facteur de deux fréquences. Donc la bande passante. Donc la bande passante peut être définie par un ou plusieurs critères physiques. D'accord? Il n'a pas de définition unique. Et il est important à chaque fois de spécifier le critère utilisé. Est-ce que par rapport à une impédance? Est-ce que par rapport à une polarisation? Est-ce que par rapport à un rayonnement? Mais généralement, on va dire que la bande passante, c'est la plage de fréquence qui est située entre la fréquence minimale et la fréquence maximale sur laquelle l'antenne peut rayonner d'une manière très efficace. Donc ça, c'est de point de vue émission. De point de vue réception, lorsque l'antenne est capable de recevoir d'une manière très, très efficace. Donc, d'une manière générale, la bande passante elle est donnée par l'expression suivante. Donc, la bande passante peut être définie en fonction du coefficient de réflexion, à condition que le diagramme de rayonnement ne change pas sur cette bande. D'accord? Parce que les caractéristiques de rayonnement, ils changent en fonction de la fréquence. Donc, on peut également définir la bande passante en fonction du coefficient de réflexion. Donc là, j'ai tracé un certain coefficient de réflexion. Bon, il n'y a pas vraiment de limite ou bien de critère précis pour la limite du coefficient de réflexion, mais on va dire qu'il y a un critère typique d'avoir un coefficient de réflexion inférieur à moins 10 dB ou moins 15 dB. Donc, dire les scientifiques, ils se mettent d'accord sur vraiment si on veut déclarer une bande passante, il faut au moins que le coefficient de réflexion dépasse un certain niveau qui est entre moins 10 dB jusqu'à moins 15 dB. Et au-delà de ça, plus que le S11 est faible,
plus que, on va dire que l'antenne elle est rayonnante. Donc, on peut calculer la bande passante en fonction du taux d'onde ou bien du rapport d'onde stationnaire, qui est le voltage standing wave ratio. D'accord? Donc, lorsqu'il y a des adaptations, la réflexion d'une partie de l'onde incidente et l'addition avec l'onde incidente conduit ce qu'on appelle à l'apparition d'une onde stationnaire. C'est-à-dire, lorsqu'on a une mauvaise adaptation, l'onde incidente, il parcourt. Lorsqu'il va trouver un décalage d'impédance, on aura un retour d'impédance d'une réflexion. Bon, l'onde incidente, lorsqu'elle reçoit l'onde réfléchie, ils vont s'ajouter d'une manière ou d'une autre, constituant ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Donc c'est pour cela qu'on l'a appelé le taux ou le rapport d'onde stationnaire. Donc ce rapport d'onde stationnaire, ça traduit en quelque sorte les ondes stationnaires qui se manifestent et qui sont dues à l'existence des ondes incidentes et des ondes réfléchies. Et donc les ondes stationnaires, ce sont des ondes qui vont basculer, qui restent en état d'oscillation entre un niveau maximal et un niveau minimal. C'est pour cela qu'on dit que c'est le rapport d'une attention maximale sur une attention minimale. Et on peut l'exprimer en fonction des coefficients de réflexion. Bon, pour la détermination ou pour la mesure du coefficient de réflexion, on se sert toujours de l'analyseur de réseau vectoriel. Bon, sachant que on peut trouver deux types d'analyseurs. Analyseur de réseau scalaire, ça permet de mesurer que le module de S11, alors que l'analyseur de réseau vectoriel, ça permet de mesurer le module et la phase. Donc, c'est un appareil qui est très très connu, très répandu dans le domaine des hyperfréquences. Bon, on peut trouver des analyseurs qui peuvent aller jusqu'à 100 gigas. Et ça permet de mesurer les coefficients ou les paramètres S d'une manière générale d'un multipôle qui soit actif, qui soit passif. Bon, les mesures effectuées par l'analyseur de réseau comportent des erreurs qui peuvent être corrigées selon les cas rencontrés. Bon, les erreurs, on va dire que ce sont des erreurs on va dire, dues aux composants utilisés dans les systèmes qui ne sont pas parfaits et sont donc des sources de pertes. Donc, on peut distinguer les erreurs systématiques, les erreurs aléatoires, les erreurs de dérive. C'est la raison pour laquelle on doit passer à une sorte de calibration. Donc, avant d'utiliser un analyseur de réseau, la première chose, c'est de faire la calibration. Il faut rappeler que pourquoi on s'intéresse à la mesure des paramètres S? Parce que les paramètres tension, courant deviennent un petit peu très difficiles de les mesurer dans les hautes fréquences. Pourquoi? Parce que la notion de court-circuit et la notion de circuit ouvert devient une notion très très difficile à la maîtriser ou à la faire. Le facteur de qualité, donc d'une manière générale, le facteur de qualité, ça représente l'ensemble de pertes de l'antenne, entre autres les pertes dues au rayonnement que nous cherchons toujours à maximiser, des pertes à la conductance ohmique, des pertes diélectriques et des pertes qui sont dues aux ondes de surface, qu'il faut toujours les minimiser. Donc, le facteur de qualité, il est donné par cette expression-là. Donc, d'un point de vue électronique, ou bien de point de vue électrique, l'antenne est équivalent à un circuit RLC. Et donc, la bande passante, elle est liée au facteur de qualité par cette relation suivante, par la relation suivante. Donc, là, je représente un petit peu toutes les pertes, le facteur de qualité total qui résume toutes les pertes, facteur de qualité dû au rayonnement, d'accord? Facteur de qualité dû à la conductance ohmique, facteur de qualité dû au diélectrique et facteur de qualité dû aux ondes surfaciques. Maintenant, passons à la phase de conception. Donc, à chaque fois qu'on veut concevoir une antenne patch, il faut essayer de s'organiser de la manière suivante. C'est-à-dire, la démarche à suivre, il faut toujours spécifier la valeur de la permittivité, la valeur de la fréquence
et la valeur de la hauteur du substrat. C'est-à-dire que ce sont deux informations générales, une information sur le substrat et une information sur la fréquence. C'est-à-dire qui dit la fréquence de résonance dit l'application. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette antenne? D'accord? Parce que qui dit fréquence de résonance dit que l'antenne est capable de rayonner d'une manière très efficace sur cette fréquence-là. Donc avec ces trois paramètres, on peut déterminer les dimensions de l'antenne. Donc la procédure de la conception est la suivante. Première chose, en appliquant cette relation qu'on trouve dans la littérature, on détermine la largeur, on détermine la permittivité effective, étant donné que notre milieu maintenant c'est un milieu composé, substrat et espace libre. Par la suite, on calcule cette variation delta L et on va passer au calcul de la longueur L. Donc maintenant, on a terminé, on calcule W, on calcule L. Je donne un exemple. Je donne un exemple d'une antenne patch rectangulaire avec une permittivité 2,2. On a choisi le RT08 5880 qui possède une telle hauteur et une fréquence de résonance de 10 Go. Donc en appliquant les relations précédentes, on va trouver que la W égale dans ce cas-là 1,186 cm. La permittivité relative effective c'est 1,972 et la longueur élargie delta L du patch, ça sera tout simplement, en faisant ce calcul-là, on va trouver que c'est pratiquement 0,081 cm. Et puis, on peut facilement déterminer la longueur du patch. On va trouver 0,906 et la longueur effective du patch sera déterminée également par les mêmes relations précédentes. Et voilà. Maintenant, la modélisation de l'antenne imprimée par la théorie de Lie, malheureusement, ne permet pas d'obtenir directement les pertes par rayonnement. D'accord? Donc, pour décrire, on va dire correctement ce phénomène, on doit ajouter à la ligne d'impédance ZC et de la constante de propagation gamma, on doit ajouter deux admittances pour les deux fentes, la fente numéro 1 et la fente numéro 2. Donc, la fente numéro 1, c'est la fente comme j'ai montré ça. D'accord? Donc, nous sommes en présence de deux fentes et on va dire que chaque fente elle est caractérisée par un modèle équivalent d'admittance qui est constitué par une capacité en parallèle avec une conductance. De même, la fente numéro 2, la même chose, ils sont identiques. Et donc, pour l'admittance de la fente numéro 1, c'est une combinaison entre une conductance et une susceptance. Et pour la fente de largeur W, on peut calculer par les relations qui se trouvent dans la littérature, on peut trouver facilement la valeur de la conductance et la valeur de la susceptance. Donc, puisque les deux fentes ils sont identiques, c'est-à-dire que Y1 égale à Y2, G1 égale à G2 et le B1 égale à P2. Donc la conductance, on peut la calculer par la théorie de cavité en utilisant la relation suivante. Et la puissance de rayonner, on peut la calculer à travers cette expression. Donc, on peut utiliser cette expression-là. Donc, c'est une expression qui émane de la théorie. Donc, j'ai utilisé, on va dire, un livre en anglais, Palanus, il est très connu dans ce sens-là. Et j'ai pris ces relations-là après avoir les vérifiées. Donc, c'est la puissance rayonnée d'une antenne imprimée. Donc, la conductance, je peux la calculer par cette relation-là. Donc, il y a un petit peu du calcul à faire. Et passons à des valeurs asymptotiques. On va dire que G1, il peut prendre deux valeurs pour les oméga inférieurs à lambda 0 et pour les oméga supérieurs à, enfin, ici c'est supérieur. Et donc là, je trace. Donc, cette valeur-là, c'est oméga inférieur à lambda 0.
cette partie-là, correspond à oméga supérieur à lambda 0. Maintenant, la résistance d'entrée. Donc, l'admittance totale de la fente numéro 1, on va la considérer comme une admittance d'entrée, est obtenue en transformant l'admittance de la fente 2, qu'on la considère comme une admittance de sortie, en utilisant ce qu'on appelle la relation de transformation des impédances ou des admittances. C'est-à-dire connaissant une admittance, une impédance d'une fente numéro 1, on peut se ramener facilement à la valeur de l'admittance ou de l'impédance de la fente numéro 2. Donc, idéalement, les deux fentes devraient être séparées par lambda sur 2, où lambda c'est la longueur d'onde dans le substrat, et par conséquent, on peut facilement calculer l'admittance transformée de la fente numéro 2 en utilisant ces relations-là. Et par conséquent, l'admittance d'entrée résonante totale, elle est réelle et elle est donnée par la relation suivante. Donc, puisque l'admittance d'entrée totale elle est réelle, on va dire que même l'impédance d'entrée résonante elle est également réelle. Et elle est donnée par l'expression suivante. Bon, la résistance d'entrée résonante ne prend pas en compte les effets mutuels entre les fentes. D'accord? Cela peut être accompli en modifiant la résistance d'entrée. Donc G1,2, ça représente les conductances mutuelles entre la fente 1 et la fente 2. On peut la calculer en utilisant cette relation. E1, c'est le champ électrique rayonné par la fente 1. H2, c'est le champ magnétique rayonné par la fente numéro 2. Et V0, c'est n'est autre que la tension aux bornes de la fente et l'intégration, elle se fait sur une sphère de grands rayons, vu qu'on travaille encore dans le sphérique et que la nature de l'onde, elle est sphérique. Donc on peut calculer cette conductance de couplage entre la fente 1 et la fente 2 en utilisant cette relation-là. Maintenant, on va passer à la méthode de la cavité. Pour comprendre un petit peu le fonctionnement d'une antenne imprimée comme cavité, il est nécessaire de connaître les champs électromagnétiques. Donc, lorsque la ligne d'alimentation est excitée par une source RF, une onde électromagnétique guidée, comme nous avons vu précédemment, entre la ligne et le plan de masse, qui va se propager jusqu'à l'élément rayonnant de largeur plus grande que la ligne et donc plus apte à rayonner. Donc, une distribution de charge va s'établir sous l'élément rayonnant et sur le plan de masse, comme vous voyez un petit peu sur le schéma suivant. D'accord? Donc ici, cette répartition de charge elle est contrôlée par deux mécanismes. D'accord? Donc cette répartition de charge que vous voyez, elle est contrôlée par deux mécanismes. Le premier, il est attractif. Il se situe entre les charges opposées correspondant sur le côté inférieur du patch et le plan de masse, ce qui tend à maintenir la concentration de charge sur le bas du patch. Et le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme répulsif qui se situe entre les charges similaires sur la surface inférieure du patch, ce qui rend à pousser certaines charges du bas du patch autour de ses bords vers sa surface superficielle. Donc le mouvement de ces charges-là va donner naissance à des densités de courant, on l'appelle JB et JT. Donc ce sont des courants qui sont dus au mouvement de ces charges. Ces mouvements de charge, comme j'ai dit, qui se produisent selon deux phénomènes, un phénomène d'attraction et un phénomène de répulsion. Donc, notre antenne imprimée, on peut la voir comme étant une cavité fermée par deux murs électriques, d'accord? Le plan de masse et, on va dire, l'élément rayonnant, et comme quatre murs magnétiques qui constituent, on va dire, les quatre ouvertures, les quatre fentes. D'accord? Donc, les quatre fentes, nous, on s'est intéressé uniquement à des fentes. Donc, une longueur et une largeur effectives sont introduites pour prendre en compte les débordements du champ, comme on l'a vu précédemment.
Donc, pour l'excitation, on prend pour modèle un courant électrique J parallèle à l'axe OZ. Maintenant, si on veut calculer les champs dans les différentes fentes à l'intérieur de la cavité, on va utiliser l'approche du potentiel vecteur. Donc, puisque le courant il est au niveau comme vous avez vu ici, d'accord? Donc, si je prends un petit peu le schéma précédent, on va voir, bon, c'est pas la peine de revenir en arrière, on va dire que nous avons, on va dire que le courant, enfin voilà le schéma, on va dire que le potentiel vecteur, il comporte uniquement une composante non nulle, c'est AX. D'accord? Donc, si on veut calculer ce potentiel vecteur, on doit utiliser l'équation de propagation. Cette équation, ce n'est pas une équation de propagation, mais c'est une équation relative au potentiel vecteur. Et par calcul, on va faire ce qu'on appelle la méthode de la décomposition. C'est un produit de trois fonctions de chaque coordonnée indépendante. Première fonction de x, deuxième fonction de y et la troisième fonction de z. Kx, Ky et Kz, ce sont les nombres d'onde le long des directions x, y et z. Et ils sont déterminés en appliquant les conditions aux limites. D'accord? Donc, bien évidemment, si on calcule ces composantes et ces conditions A1, A2, A3, B1, B2, B3, on peut facilement calculer AX et on peut facilement mesurer, calculer les champs. D'accord? Donc, le champ, après calcul, on trouve que EX, EY, EZ, ils ont les expressions suivantes. De même, HX, HY, HZ. Maintenant, en appliquant les conditions aux limites suivantes, donc ce sont les champs tangentiels. Donc, dans un plan métallique parfait, le champ il est nul, le champ tangentiel il est nul. C'est-à-dire qu'on a dit le champ électrique et magnétique ils sont nuls, EY, HY, HZ. Ce qui va nous aider à déterminer et appliquer ces conditions pour déterminer les différentes amplitudes. Donc P1 égale à 0, on peut trouver Kx, ça rejoint un petit peu la méthode utilisée dans les guides d'onde. On peut également appliquer pour les mêmes conditions pour calculer B3 il est nul et calculer Kz. Et de même, on peut trouver B2 et calculer Ky pour la troisième composante du vecteur de propagation K. Et finalement, on a l'expression du potentiel vectoriel AX dans la cavité qui est donnée par l'expression suivante. AMNP représente les coefficients d'amplitude de chaque mode MNP. Voilà, je résume un petit peu les trois constantes de la propagation scalaire. MNP représente respectivement le nombre de variations du champ en demi-cycle le long des directions x, y, z. Et les trois nombres d'ondes respectent l'équation suivante. Les fréquences de résonance de la cavité sont données par cette relation-là. D'accord? Donc, par la suite, on peut injecter le tout et on peut trouver facilement les trois composantes du champ électrique et les trois composantes du champ magnétique. Donc, le mode correspond à la fréquence de résonance la plus basse, on l'appelle le mode dominant. D'accord? Donc, placer les fréquences de résonance dans l'ordre croissant, ça détermine ce qu'on appelle l'ordre des modes de fonctionnement. Donc, pour toutes les antennes microstrip, micro-ruban où le H il est très inférieur à L et H très inférieur à W, nous avons, on va dire, une sorte de simplification. Donc, je reviens, c'est pour dire que pour toutes les antennes micro-ruban quand nous allons utiliser et qui sont utilisées, ils sont caractérisés par le fait que les dimensions de l'élément rayonnant, que ce soit en termes de longueur, que ce soit en termes de largeur, ils sont très grandes par rapport à la hauteur. Donc, si je prends la première approximation, c'est que la longueur supérieure à la largeur, supérieure à la hauteur, on va se retrouver dans le premier mode, c'est ce qu'on appelle le mode TM01, le mode dominant, dont la fréquence de résonance est donnée par l'expression suivante.
Donc c'est une fréquence qui dépend que de la vitesse de l'onde dans l'espace et que de la longueur et de la permittivité. Si je considère que L est supérieur à oméga, supérieur à L sur 2, supérieur à H, d'accord? On va se retrouver avec un deuxième mode supérieur qui est le mode TM001. Donc, ce mode-là correspond à une fréquence de résonance qui est donnée, cette fois-ci, en termes de largeur. D'accord? On peut passer également vers un autre mode d'ordre supérieur, c'est le mode TM020, d'accord? Lorsque L est supérieure à L sur 2, mais elle est supérieure à oméga, en jouant sur un petit peu les dimensions, regardez bien, en jouant sur les dimensions, on peut basculer d'un mode vers un mode, et on peut basculer d'une fréquence de résonance vers une autre fréquence. Donc dans ce nouveau mode supérieur, nous avons une fréquence de résonance 0,20. Également, si je continue à jouer sur les approximations, on va dire qu'on est en présence de 4 modes, le 010, le 001, le 020 et le 002, comme c'est indiqué sur la figure suivante. Donc voilà, on a représenté un petit peu une cartographie du champ pour les 4 modes. D'accord? Pour les 4 modes, vous avez un petit peu le mode 01, 020, 002 et le mode 001. Maintenant, on va calculer les densités équivalentes de courant. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le principe de Huygens. Bon, nous avons déjà dit ou bien vu précédemment que l'antenne patch peut être modélisée par une cavité diélectrique avec 2 parois électriques qui sont parfaitement conductrices et 4 parois magnétiques. D'accord? Ce sont les parois latérales. Donc les 4 parois latérales représentent 4 ouvertures, ou ce qu'on appelle les 4 fentes, à travers lesquelles le rayonnement a lieu. D'accord? N'oubliez pas que le rayonnement il s'effectue entre on va dire, le patch et le plan de masse. Donc en utilisant le principe d'équivalence du champ, ce qu'on appelle le principe de Huygens, bon, le principe de Huygens c'est un principe d'équivalence. C'est-à-dire, on peut remplacer des sources qui sont réelles, par exemple si je prends le cas d'une antenne ou si je prends le cas d'un émetteur, je peux remplacer ces deux sources par des sources fictives. On les appelle des sources équivalentes dans une région, d'accord? Car ils seront capables de produire les mêmes champs dans cette région. D'accord? Donc, et par conséquent, vous avez un petit peu les 4 fentes F1, F2, F3, F4. Et en appliquant sa théorie ou ce principe d'Huygens, on trouve que la densité du courant sur les 4 fentes, il est donné par cette expression-là. De même, on peut trouver sa deuxième densité, donc la densité de courant électrique et la densité de courant magnétique. Ils sont donnés par ces deux expressions avec EA et HA représentent les champs magnétiques et électriques aux fentes. Donc, la présence du plan de masse peut être prise, bon, les relations précédentes, c'était dans le cas général, mais la présence du plan de masse va nous permettre d'appliquer la théorie de l'image. À chaque fois que nous avons un plan de masse, que nous avons des charges par rapport à ce plan de masse, c'est comme nous avons deux charges symétriques par rapport à un plan fictif.
ce qui va nous permettre de dire que la densité équivalente de courant magnétique est donnée par cette expression suivante. En supposant que le mode qui se produit, c'est le mode dominant, on peut facilement déterminer les composants du champ électrique et magnétique. Avec E0, ça représente l'amplitude. Calculons maintenant les champs rayonnés par chaque fente, restons dans le mode TM01. Donc, en appliquant la théorie des ouvertures, les champs électriques rayonnés par chaque fente, si on se place dans la zone lointaine, et si on utilise les densités de courant équivalentes, seront les relations suivantes. D'accord? Donc, nous sommes dans la zone lointaine. Il n'y a pas de composant du champ radial, ni par rapport à θ. Donc, pour les petites hauteurs, l'expression précédente se simplifie et est donnée par la nouvelle expression. Bon. Si je prends le champ total des deux fentes, là, ce passage-là, on va dire qu'il y a ce qu'on appelle la notion du facteur réseau. C'est un facteur qui sera abordé dans la théorie des antennes réseau. À chaque fois que nous avons une antenne, on peut calculer le champ produit par cette antenne, mais dès que nous avons 2, 3 au-delà de ça, on va dire que le champ total sera une certaine pondération avec un facteur réseau. Donc pour les petites hauteurs, on a une simplification. Plaçons-nous dans le plan E, où le θ il est fixe, où le φ il est variable. On trouve que le champ total des deux fentes est donné par l'expression suivante. Et si on place dans l'autre plan H, où le φ il est fixe, où le θ il est variable, on se retrouve avec une nouvelle expression du champ électrique. Pour les fentes non rayonnantes, d'accord, on va dire qu'il y a 4 fentes, mais 2 qui sont rayonnantes et 2 qui sont non rayonnantes. On va dire que les champs électriques rayonnés par les fentes dites non rayonnantes, chacune de longueur fictive et de hauteur, sont trouvés en utilisant la même procédure que pour les fentes rayonnantes. On va appliquer la densité de courant magnétique et on va se retrouver avec un champ Eθ. Donc pour la directivité, on utilise cette expression qui est connue en théorie des antennes. Une seule fente rayonnante, ça permet de simplifier le calcul et d'avoir un champ Eφ. Bon, précédemment, il y a une erreur, c'est que ici nous avons Eφ, il n'y a pas de Eθ. Alors pour le petit hauteur, sous cette approximation, nous avons cette relation-là, avec Imax il est donné par ce qu'on appelle l'intensité de rayonnement, et la puissance rayonnée elle est calculée, et donc on peut facilement déterminer la directivité d'une seule fente. Donc de la même manière, on peut calculer la valeur D0 d'une manière asymptotique, ça va nous donner les deux valeurs suivantes. Si on a deux fentes, on peut appliquer ces relations des deux en fonction de la conductance de rayonnement. Et voilà. Ici maintenant, nous avons quelques modèles. Une antenne patch rectangulaire avec l'adaptation. C'est ce qu'on appelle une ligne cardante. Une ligne sans adaptation. Une ligne avec adaptation. Nous avons des relations. Voilà les relations, comment calculer la fréquence de résonance, la permittivité, la longueur, la largeur, etc. Passons maintenant à une antenne patch circulaire, en présence de l'adaptation, toujours la ligne cardante. Donc on a des relations, on les voilà. Une antenne patch triangulaire, c'est la même chose, en présence, en absence de ligne cardante pour assurer l'adaptation. On va trouver des relations de calcul, que ce soit de la fréquence de résonance, que ce soit des dimensions géométriques, etc. Et voilà le reste. Alors, je reste à votre écoute pour toute question, pour tout commentaire. N'oubliez pas que j'ai signalé que c'est un cours que je l'ai pris
en utilisant une référence très connue pour les antennes, qui est le livre de Balanus. C'est un livre qui s'intéresse aux antennes en anglais, et donc c'est une très très bonne référence. Bon, j'ai essayé d'optimiser et de donner l'essentiel, mais c'est une théorie qui est relativement, on va dire, compliquée. Et la prochaine séance, on va la réserver à aux travaux pratiques en utilisant le logiciel HFSS afin de modéliser une antenne patch rectangulaire et de tracer quelques caractéristiques pour dégager un petit peu des informations que nous avons vues de point de vue théorique. Merci pour votre attention et rendez-vous la prochaine séance.